Aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir un de vos anciens. Juan Pablo a fait un doctorat en biologie en Colombie. Puis, son bac en biologie. Ouais. Il s'est déplacé après ça dans le labo de Jean Bousquet pour venir faire sa maîtrise et son doctorat. Donc, il a terminé ça en 2004. Donc, ça fait quand même un petit bout qu'il a quitté son doc. Après ça, il était faire un postdoc en Espagne, à Madrid, avant de s'installer comme professeur au Mexique, à l'université de UNAM. Right? Right. Donc, il dirige le groupe de recherche en génomique écologique des arbres forestiers. Donc, aujourd'hui, il va nous parler un peu de l'histoire évolutive de la dispersion des conifères. Donc, ce qui est vraiment, je pense, un peu particulier d'avoir des conifères dans un endroit où il fait chaud. Donc, ça va être un peu, je pense, l'histoire de la présentation. Parfait. Merci, Juan Pablo. Merci, Brian, pour l'introduction. Merci à tous d'être là. Très jaloux de vous voir manger de la pizza alors que moi, je parle de science. Le 9 décembre prochain, ça va faire exactement 20 ans que j'ai soutenu ma thèse ici même. Donc, il y en a beaucoup d'anniversaires à fêter cette année qui ont beaucoup de nostalgie dans ma tête et tout ça là. Donc, merci d'être là. Aujourd'hui, je vais vous parler surtout du travail fait par d'autres personnes. Moi, je suis juste le boss qu'il faut être maintenant. Donc, surtout mes étudiants Sébastien, Jorge, Gustavo et Verónica, mes postdocs Norberto et Eduardo, et mes principaux collaborateurs au Mexique, Erika, Christian Verhenkel, Luis Eguiarte, Ale Moreno, Dave Gernand et Alicia Mastretta qui va bientôt quitter pour les Kew Botanical Gardens en Angleterre. Bon, donc nous, en général, on s'intéresse dans notre labo aux mécanismes évolutifs qui donnent naissance et maintiennent la diversité génétique, surtout chez les arbres. Et on étudie ça à différentes échelles spatiales et temporaires. Autrement dit, on étudie un peu les jeux de calmar évolutifs. Si vous n'avez pas vu cette série-là, perdez pas votre temps, c'est dégueulasse, c'est horrible, c'est malsain, ça sert juste à faire cette diapositive-là, c'est tout. Donc, autrement dit, ce qu'on observe dans les populations actuelles, bonjour Jean, c'est cette espèce de jeu d'enfant entre les différentes forces évolutives, les flux géniques, la sélection, la mutation, la dérive génétique. Donc, c'est les gagnants de ces jeux de calamar, en fait, c'est ceux qu'on va échantillonner dans les populations actuelles. Les scénarios de ces jeux de calmar évolutifs, c'est le Mexique, qui, contrairement à ce que les agences de voyage disent, se trouve en Amérique du Nord et pas en Amérique du Sud. Pour moi, du point de vue géologique, qu'il est sur la plaque tectonique de l'Amérique du Nord, et géographiquement aussi, et on a plusieurs espèces tempérées qui ont migré de l'Amérique du Nord vers le Mexique, et qu'on trouve surtout dans ces régions soulignées en vert sur cette carte-là. Il y a un pont qui s'est établi il y a 10-12 millions d'années entre l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud, qu'aujourd'hui on connaît comme l'Amérique centrale, et qui a permis à des espèces tropicales de monter jusqu'au Mexique, et qu'on voit ici en rose, et surtout des forêts tropicales sèches du côté Pacifique, et des forêts tropicales humides du côté du golfe du Mexique, Yucatan et ici au Chiapas. Donc, au Mexique, quand on arrive, on peut voir des choses super bizarres, comme par exemple un sapin avec une épiphyte tropicale sur la branche à côté d'un agave avec lequel on fait du mezcal. C'est ça, le Mexique. Donc, comme les melting pot biogéographiques de l'Amérique. Donc, les espèces tempérées, ils sont arrivés à plusieurs vagues du nord vers le sud dans les derniers 20 millions d'années. Et il y a plein de trucs qui se sont produits dans les dernières 20 millions d'années, notamment l'apparition des nouvelles montagnes grâce à la mécanique tectonique et surtout au volcanisme. Donc, de nouveaux volcans qui apparaissent et qui sont colonisés par des espèces tempérées.
Bien sûr, quand on parle des arbres dans les tropiques, on parle d'un deuxième jeu de calmar. Parce que les arbres, ben, ce sont des arbres, ils sont là à la même place pendant longtemps, ils ne peuvent pas bouger. Donc, leur temps d'évolution est lent. Si vous avez lu Les Seigneurs des Anneaux, Tolkien, il décrit ça très bien avec les Ents. Donc, c'est ça un arbre, d'un point de vue évolutif. Cependant, dans les tropiques, les interactions sont assez fréquentes. La mycorhize, l'herbivore, l'épiphyte, les machins. Donc, c'est incroyable. Là, et à un moment donné, en Colombie, dans mon pays, là, j'ai monté sur un gros cédré là, odorata de 30 mètres. Là, puis je me faisais piquer par des fourmis de différentes couleurs à fur et à mesure que j'ai monté l'arbre. Donc, c'est assez impressionnant. Donc, beaucoup d'interactions biotiques qui obligent un peu à évoluer plus vite. Mais on est des arbres, alors on n'évolue pas vite. Et si on est des communifères, ben c'est encore pire. En une image tirée d'un film, les conifères évoluent comme ça. Voilà, c'est ça l'évolution des conifères. Des taux d'accumulation des mutations encore plus basses que des arbres à fleurs, des angiospermes. Et si on fait une analyse psychologique de ce caractère-là en regardant son génome, on arrive à deux conclusions. Syndrome d'accumulation compulsive et syndrome obsessif-compulsif. Dans d'autres termes, des génomes énormes où on accumule beaucoup de transposons, gènes dupliqués, microsatellites, nommez-la, tout ce que vous voulez, sauf des polyploïdisations. Là, les conifères, ils n'aiment pas ça, les polyploïdes. Juste quelques junipères, séquoia, et c'est tout. Là, les restes, même nombre ennuyant des chromosomes avec les mêmes gènes à la même place. Donc, on dit, mais il n'y en a pas de conifères dans les tropiques, c'est impossible. On ne peut pas avoir de conifères où il fait chaud, là. Erreur. Donc ça, c'est une carte tirée d'une révision qu'a fait Algios Farjon il y a quelques années. Chaque point noir, en dehors des zones boréales, que je ne sais pas pour quelle raison il a décidé de peinturer en vert, est une présence d'une espèce de conifère. Donc les tropiques, en général, c'est ce qu'on appelle la région qui se trouve entre les tropiques des Cancers et les tropiques des Capricornes, Capricorne. Donc, il y en a beaucoup d'espèces de conifères dans les tropiques. Pas une ou deux, là. Il y en a quelques hotspots de conifères, notamment au sud du Mexique, en Nouvelle-Guinée et en Nouvelle-Calédonie, une petite île où on peut trouver jusqu'à 23 espèces de rocarias dans quelques kilomètres carrés. Donc, la question, c'est pourquoi, comment ils font. Donc, au début, on avait deux hypothèses. La première hypothèse, c'est les taxonomistes, ils ne connaissent rien. Tout ce qu'ils ont décrit comme de nouvelles espèces, c'est de la pure et dure plasticité phénotypique. L'autre hypothèse, c'est l'hypothèse contraire. Ils ont tout à fait raison. Et pour une raison ou une autre, les conifères ont arrêté d'être conifères, puis ils se sont mis à évoluer plus vite. Des images très simples pour vous faire comprendre. Soit ça, soit ça. Voilà. Vous allez les voir souvent, ceux-là. Donc, dans mon laboratoire, on bosse surtout sur les sapins, surtout les sapins sacrés au centre du Mexique, qui sont les sens favorites pour les papillons monarques pour passer leurs hivers. Et petite pause publicitaire, si jamais vous voulez passer par le Mexique entre les mois de janvier et les mois de février, vous devez aller à Michoacán regarder les papillons monarques. C'est impressionnant. Je vous conseille ça fortement. Bon, et quelques exemples aussi des pins, des junipères et même des épinettes tirés des travaux qui ont été faits par Dave, par Alejandra et par Christian. Donc, les tout premiers travaux faits chez les sapins étaient faits par Erika, dans les Pléistocènes, avec des bonnes vieilles allocimes de l'époque. On utilisait tous les mêmes allocimes, même Sofiane a utilisé les mêmes allocimes. Et essayez pas de lire qu'est-ce qu'il y a dans l'arbre, c'est tout mélangé à les conifères, le reste des conifères, les taxonomistes nous ont menti. Ouais, mais c'était des allocimes. Ouais, mais
Quand on a fait ça ici avec des marques chloroplastiques, on a vu la même chose. Et quand on a fait ça au Mexique avec des gènes nucléaires, on a vu la même chose. Il a fallu utiliser des méthodes plus modernes avec des bibliothèques développées ici au 3e étage, entre autres. Et là, on a commencé à voir des croix. Donc, on a vu que les sapins mexicains, c'était des petits frères des Abies concolor, là, les sapins blancs des États-Unis. Si jamais vous passez par les jardins botaniques de Montréal, il y en a quelques exemplaires très, 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 très bons au fond de l'arboretum côté droit quand on rentre. Et tous des coussins de là et une structure phylogéographique assez marquée. Donc, les deux espèces qu'on trouve dans les Sierra Madre occidentales nord-ouest du Mexique, séparées des deux espèces qu'on trouve dans la Sierra Madre orientale côté nord-est du Mexique, séparées des trois espèces qu'on trouve au centre, dans l'axe volcanique transversal, séparées des deux espèces qu'on trouve au sud jusqu'au Guatemala. Sierra Madre du Sur, et on continue comme ça. Donc, ça va, on est content. On commence à voir ce monsieur-là, avec quelques rôles potentiels de l'hybridation dans les zones où ces différents clades se rencontrent au niveau géographique. Une autre bonne nouvelle, Jorge s'est mis à calculer les temps de divergence et il en a trouvé des temps de divergence vraiment petits. Quand on faisait ça ici à l'époque avec Marie Bouillet, Jean Bousquet et compagnie, on trouvait des temps de divergence de 10, 12, 15 millions d'années. Ne fais pas cette tête-là, Sophie. Et nous, on a trouvé des dates vraiment récentes. Là. On parle de presque les Pléistocènes pour certaines espèces. Donc, j'ai fait à Jorge, hey, ça a l'air bizarre là. C'est pas normal que ça aille si vite que ça. Donc là, il y a eu un groupe de Chinois qui l'année passée, je ne sais pas comment, ils ont trouvé des échantillons mexicains, mais ils ont fait une phylogénie sur tous les genres, avec d'autres échantillons, d'autres types de marqueurs, puis ils ont trouvé des dates de divergence encore plus récentes que nous. Donc ça veut dire qu'on ne fait pas des fausses routes pour une raison ou une autre. Apparemment, les conifères mexicains ont commencé à évoluer plus rapidement que ce qu'on pense. Donc, ça va. Problème. Quand on retourne dans nos gènes, on se rend compte que les espèces de sapins du Nord ont des valeurs de PA-PS plus bas, alors que les espèces du Sud ont des valeurs de PA-PS plus grandes. Si vous ne comprenez rien, ne vous inquiétez pas. Ça veut dire simplement l'efficacité de la sélection purificatrice pour enlever les mutations partiellement délétères. Donc, plus cet coefficient est près de 0, plus la sélection purificatrice est efficiente pour enlever les mutations partiellement délétères, plus ce coefficient est loin de 0, plus elle commence à traîner la patte. Et là, on commence à accumuler des mutations qu'on ne veut pas trop avoir dans notre génome. Donc, les espèces du Sud, en théorie, sont en train d'accumuler plus de mutations partiellement délétères que les espèces du Nord. Qu'est-ce qui se passe dans d'autres conifères là? Donc, les pins, c'est super compliqué parce qu'il y en a eu plusieurs migrations des pins vers le Mexique. Il y a 5 linages de pins différents qui rentrent au Mexique. Ça, c'en est un. Les clades australes, des petits frères de Pinus taeda. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de l'Oblolipine, ben c'est lui. Les restes de la phylogénie, ça monte jusqu'au 4e étage du pavillon marchand. C'est vraiment énorme. C'est les genres les plus divers des conifères. Et ça, c'est un exemple. Donc, même chose, les pins du clade australes au Mexique sont des petits frères de pins de l'Est de l'Amérique du Nord. Ils ont colonisé le Mexique 2 fois, une fois par les Golfes, donc toutes les clades ici, pas tout là en gris, et une autre fois par le Pacifique, les clades en rouge et en vert, Chihuahuana et Ocarpa. Il y a plusieurs espèces à l'intérieur de chaque clade. Donc, un petit peu plus compliqué que chez les sapins. Mais, quand on regarde les fameux coefficients DNDS, cette fois-ci, qui nous illustrent la capacité de la sélection purificatrice pour enlever les mutations partiellement délétères, ce n'est pas clair. Donc, en gros,
les pains, ça continue à être des pains au Mexique. Dave et Jorge me disent que quand on regarde à l'intérieur de chacun de ces petits clades en couleur, on voit la même chose que les sapins, mais ils ne m'ont pas envoyé la diapo à temps. Donc, on va laisser ça comme ça. Moi, non, je ne suis pas sûr si c'est vrai ou pas. Les juniperus à feuilles serrées. Donc, ce sont des juniperus que si vous regardez la feuille, ça a l'air d'un thuya, d'un cèdre, en fait. Mais c'est un juniperus. Donc, des petites bulles à la place des cônes. Donc ça, c'est une histoire un petit peu triste. C'est un étudiant de Ale Moreno qui était en train de faire la phylogénie. La pandémie arrive, on nous enferme, on n'a pas le droit d'aller au laboratoire. On sort du labo et commence à faire des analyses. Des Américains qui ont trouvé, je ne sais pas comment, des échantillons, ont publié ça avant. Et chaque lignage, chaque couleur a colonisé le Mexique de façon indépendante à des temps différents, donc encore plus compliqué. Donc, l'avantage d'être au Mexique, c'est qu'on a accès à toutes les populations. Donc, Rodrigo ne s'est pas découragé. Il s'est concentré sur l'éclat de Peana. Il est allé échantillonner tout ce qu'il a trouvé au Mexique. Et il a vu exactement la même chose que chez les sapins. Des valeurs de pièces plus grands, beaucoup plus grands au sud qu'au nord. Donc, plus on va au sud, plus les populations sont petites, plus on traîne de la pâte pour enlever les mutations partiellement délétères. Encore une fois. Donc, on commence à suspecter ça. Mais, qu'est-ce que ça veut dire ça exactement, accumuler des mutations partiellement délétères? Pourquoi? Pour ce faire, on va parler un peu de ce monsieur-là, qui a été une de mes grandes aspirations quand j'étais un jeune étudiant il y a 25 ans ici au pavillon Marchand, Tom Ledig, qui va faire bientôt 10 ans qu'il est décédé, au mois de mai prochain. Il a bossé beaucoup sur les épinettes mexicaines. Et là, je vous présente deux exemples, Picia martinezi et Picia mexicana. Ça, c'est leur aire de répartition. Et quand je dis aire de répartition, je ne parle pas de la couleur bleue et verte, je parle des points orange et jaune. Ça, c'est l'aire de répartition de ces espèces-là. 3 et 4, c'est tout. 6 000, 10 000 arbres au total. Et Picia martinezi, il a les trucs classiques de toutes les espèces menacées, faible diversité, faible hétérozygosie, gros taux de différenciation, bla, 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 bla. Vous connaissez la chanson, là. Picia mexicana, non. Picia mexicana a un excès d'hétérozygosie. Elle est devenue tolérante à l'autopollinisation. Et on ne sait pas pourquoi. Lui, à l'époque, il pensait qu'il y en avait une forte sélection en faveur des hétérozygotes et contre les individus issus des croisements consanguins. Autrement dit, l'histoire classique, on se raconte en génétique de conservation, de plus on est hétérozygote, plus on a de la diversité et la capacité à réagir au changement climatique, adaptation, blablabla. Mais est-ce que c'est vrai? Donc, plus tard, avec Jean Beaulieu, j'ai eu la chance de travailler sur Picia mexicana. Il y a Seb aussi qui est co-auteur de cet article-là. On a trouvé 4 haplotypes chloroplastiques, alors que chez l'épinette noire, il y en a comme 150, 200. Un truc du style, c'est énorme. Donc, là, juste pour vous donner une idée là, du goulot d'étranglement que cette espèce-là a traversé. Et on s'est amusé à faire des simulations démographiques. On s'est rendu compte que les collapses populationnels de Picia mexicana étaient beaucoup plus anciens qu'on pensait. Beaucoup plus anciens que chez l'épinette rouge, par exemple, et que d'autres espèces. Donc, cette espèce-là a été soumise ou restreinte à des petites populations pendant très, 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 très longtemps. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire qu'après un grand collapse populationnel, elle a maintenu sa petite taille et elle a eu le temps de s'en débarrasser de toute la cochonnerie et laisser la sélection purificatrice faire son boulot. Donc, quand on compare l'hétérozygosie par individu à l'intérieur de son génome avec les fitness de cet arbre-là, on ne voit aucune corrélation. On s'en fout si l'arbre est très hétérozygote ou peu hétérozygote, le fitness n'est pas reflété là-dedans.
qu'est-ce qui se passe quand on compare avec Pizia martinezi, qu'elle a eu un collapse populationnel beaucoup plus drastique et beaucoup plus récent. Là, plus l'arbre est hétérozygote, plus son fitness est élevé. Moins l'arbre est hétérozygote, moins son fitness est élevé. Donc lui, là, un collapse récent et plus drastique, n'a pas eu encore le temps de s'en débarrasser de toutes les mutations délétères. En plus, toutes les mutations délétères qui restent chez lui sont en état d'hétérozygosie cachée. Donc l'hétérozygosie qu'elle préserve, c'est une hétérozygosie partiellement délétère. Aussitôt qu'elle devient homozygote, plaf, l'individu meurt. Donc, non, hétérozygosie n'est pas toujours un synonyme des capacités de répondre aux changements environnementaux. Voilà, ça c'est la conclusion de l'article qu'on a publié avec Christian et Lalo il y a quelques mois chez New Phytology, je vous le recommande fortement. Eduardo a fait un travail exceptionnel à ce niveau-là, elle a ramassé des cônes d'épinettes du Mexique là, dans des conditions extrêmes, là, carrément rappel sur des falaises et tout. Là. C'est incroyable ce qu'il a fait là. Bon, mais quand on met tout ça ensemble, qu'est-ce que ça veut dire là? Donc Jorge a décidé de changer notre hypothèse et de dire oui, il y a eu une radiation chez les conifères, mais cette radiation-là n'est pas adaptative. Elle est donnée par des forces stochastiques, surtout par l'efficacité de la sélection purificatrice, qui est donnée par la taille de la population, entre autres. Là. Autrement dit, oui, on a un turbo-escargot, mais pas celui-là qu'on s'attendait au début. Ça, c'est un autre. On revient chez les sapins et on se pose la question, est-ce que vraiment l'environnement dans un pays aussi divers écologiquement que le Mexique n'a aucun rôle? Difficile à croire, non? Donc, mes postdocs ont décidé de regarder un peu ce qui s'est passé, donc avec des vieilles méthodes là, du Pléistocène. Norberto a fait ça, il a trouvé la même chose qu'Erika avec les salvacim. Donc, les épinettes mexicaines font une soupe complètement différente des épinettes nord-américaines. Wow, bon, bravo. Quand on utilise des méthodes un petit peu plus poussées et on commence à regarder une variable à la fois, on se rend compte que les sapins du sud, je suis ici, puis je deviens, commence à parler épinette là. Wow. Bon, les sapins du sud commencent à se différencier sur des différents axes, chacun à son rythme, chacun à sa façon. Et pour certaines variables, leur tolérance écologique est plus restreinte. Ça, en bon français, veut dire on essaye de pousser où on peut. Il n'y a pas de nouvelles adaptations qui se font. Notre niche écologique devient plus restreinte et on essaye de retracer ça. Donc, encore une fois, pas beaucoup de rôle pour l'adaptation. Encore une fois, les turboscargots qu'on ne s'entendait pas. Voilà, l'invité non attendu dans les parties. Mais les niches écologiques, ce n'est pas juste le climat. Il y a aussi une grosse partie des arbres qui se retrouvent sous terre, qui s'adaptent au sol. Et quand on regarde le sol, ça c'est juste le pH. Là, on voit des choses. Là. Des populations qui s'adaptent à des sols acides, des clades entiers qui s'adaptent à des sols basiques, et tout ça de façon indépendante. Et au niveau morphologique, même chose. Donc là, on commence à voir un peu des indices d'adaptation. Surtout ici au centre du Mexique. Ça, c'est les travaux de Gus. Gus a décidé de se concentrer sur ça. Peut-être que vous avez vu passer son article chez Molecular Ecology. Donc, la première chose qu'il a fait, c'est faire une étude phylogéographique. Il s'est rendu compte que ces trois espèces-là, même si ce sont des espèces qui sont des espèces frères, sont divergées il n'y a pas très longtemps, 2 millions d'années maximum, et on coupe ça au couteau, là. Zéro flux génique entre les espèces. Rien à voir avec ce qu'on voit ici avec l'épinette noire et l'épinette rouge, là, l'épinette blanche et l'épinette d'Engelmann, que ça s'hybride à tour de bras. Non, là-bas au Mexique, là, c'est on veut rien savoir, c'est le divorce, là. Rapide, radical. Il y a là des structures, mais juste à l'intérieur des espèces, surtout quand les populations sont grandes.
Et au niveau morphologique, ça va vite aussi. C'est très facile. Là. Maurice Lalonde aurait adoré donner son cours de systématique à l'époque, là, parce que les sapins sont super faciles à distinguer, là, dans ce coin-là du Mexique. Des longues aiguilles, des petites aiguilles, petits cônes, gros cônes. Quand je dis gros cônes, c'est grand 30 cm. Quand je dis petit, là, c'est 10-15 cm. Au niveau des aiguilles à différentes échelles, on voit aussi des différences. La façon comme les estompes sont distribuées, la taille, la grosseur, machin. Donc, vraiment facile à distinguer ces deux espèces-là. Et pas juste ça. À l'intérieur des espèces, on voit aussi de la variation, mais surtout l'espèce la plus assez abondante. Et pas pour tous les caractères, juste les caractères qui sont reliés à la grosseur des aiguilles. Les autres, pas trop. L'espèce la moins fréquente qui se trouve à l'ouest, pas beaucoup de variations entre les populations. Nous, malheureusement, on n'est pas au Canada, on n'a pas le Service canadien des forêts, on n'a pas de tests de provenance, donc on ne peut pas calculer les bons vieux QST, on doit calculer des PST, qui est assez terrible de calculer parce qu'il faut présupposer plein de trucs et utiliser des modèles mathématiques assez détestables. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails. Je veux juste vous dire que pour comprendre ces graphiques-là, il faut regarder deux choses. La valeur de CH, donc la ligne bleue qui se retrouve ici verticale, et la distance entre la zone grise et la zone rouge à droite de la ligne bleue. Donc, plus la valeur de CH est petite, et plus l'air ou la différence entre la zone grise et la zone rouge est grande, plus on peut supposer que la différence morphologique qu'on observe entre les populations a des bases génétiques. Plus la valeur de CH est grande, et plus la distance entre la zone grise et la zone rouge est petite, plus on suppose que la différence morphologique qu'on observe chez les populations ou entre les populations, c'est dû à la plasticité. Autrement dit, il y a une espèce qui est en train de répondre à l'environnement juste par des réponses plastiques, alors qu'il y en a d'autres dont sa réponse aurait une base génétique. Cette espèce-là est l'espèce la plus fréquente qui se trouve au centre-est du Mexique. Les sapins sacrés avies religieuses. Mon élève C va dire, tant qu'à y être, on va commencer à regarder à l'intérieur de cette espèce-là, qu'est-ce qui se passe avec les sols. Et il a retenu 49 SNP candidats qui s'associent avec différents traits, différentes caractéristiques du sol. Et avec ces 49 SNP candidats, il a réussi à expliquer pas loin de 70% de la différence édaphique entre les populations d'aves religieuses. C'est énorme, c'est de la science-fiction. Surtout en ce qui concerne la concentration de calcium et les pH du sol. Volcanisme, différents pH, différentes origines géologiques, différentes concentrations de calcium. Bravo. Ensuite, Seb a fait des clean multigènes, il a optimisé ça avec Random Forest, puis à la fin, la meilleure clean pour expliquer la concentration de calcium dans les sols était composée de ces 13 SNP-là. Et il s'est rendu compte qu'effectivement, il y en avait une contribution spatiale et environnementale pour expliquer les structures génétiques de cette espèce-là. Ce qui est cool, on travaillait avec des marqueurs anonymes générés par GBS, mais quand on blastait ça contre un transcriptome, un de ces gènes-là, c'était un récepteur de calcium. Donc, c'est le fun quand ça arrive. Et on n'est pas en train de faire des fausses routes. Donc, si ça, c'est un faux positif, c'est un joli faux positif, mettons-le. Donc, qu'est-ce qu'on pense? Troisième essai d'avoir une hypothèse qui a du sens pour expliquer comment les conifères s'adaptent au Mexique. On aurait une adaptation, une radiation non adaptative, donc différenciation stochastique des espèces, avec de l'adaptation locale à l'intérieur des espèces. Mais cette adaptation locale à l'intérieur des espèces est conditionnée par la taille effective des populations. Si la population est grande, on a la place pour s'adapter. Si la population est petite, là, on dépend soit des réponses plastiques, soit du hasard.
Autrement dit, il faut arrêter de regarder les conifères comme notre personnage favori de Zootopia et commencer à les voir comme des couteaux suisses qu'utilisent les scouts de différentes façons et qui sont capables de faire toutes sortes de choses et des réponses phénotypiques partiellement différentes les unes des autres, dépendamment de où elles se trouvent et de qu'est-ce qu'elles peuvent faire avec les matériaux qui sont au niveau environnemental. Qu'est-ce qu'on veut faire? On veut regarder d'autres facteurs, ça c'est plus à futur, notamment des facteurs épigénétiques, donc qui parlent des réponses plastiques, on doit regarder côté épigénétique tôt ou tard. Et on essaie de regarder les endophytes avec plus de succès, il y a très peu de variations. Côté mycorhize, il y en a beaucoup plus de variations, mais c'est super dur à analyser. Juste broyer les racines, là, je ne vous raconte pas l'histoire, là. Et on essaie de chercher là, les mêmes tendances environnementales qu'on a vues chez les sapins, et chez les pinus et les genévriers, notamment avec Dave et Alejandra. Éventuellement, on va se pencher sur les cupressus et les podocarpus, mais bon, ça c'est plus loin dans le futur. Et on aimerait avoir ça, des tests de provenance pour pouvoir tester ça dans des sites expérimentaux. Vous ne savez pas la chance que vous avez ici au Canada d'avoir ça. Chaque fois que j'y vais dans des congrès, je regarde les travaux présentés par des gens comme vous, les collègues européens. Je suis jaloux parce que nous, on n'a pas accès à ça qui nous permette vraiment de trouver des vrais coupables, et pas juste de suspecter là des choses. Donc, profitez-en que vous savez ça. Je m'arrête avec ça. Je veux remercier tous les différents techniciens du laboratoire et des terrains qui nous ont aidés, là, les sources de financement typiques au Mexique, en espérant que CONACYT aura tombé dans des meilleures mains avec les nouveaux gouvernements qu'on a. Et une petite rappel dans lequel je suis coupable moi aussi, sur la science coloniale. La COP 16 a eu lieu dans ma ville natale en Colombie, et ça c'est un des sujets qu'on n'a pas eu le temps de discuter parce que les gens étaient pressés de prendre leur avion à la dernière minute. Donc, quand on veut travailler avec d'autres pays, essayer de travailler pour vrai, et vraiment investir dans développer des capacités humaines, infrastructures et compagnie, mettre les gens dans les remerciements, mettre les gens comme co-auteurs, cachés au milieu, n'est pas suffisant. Il faut vraiment travailler ensemble et développer de vraies connaissances ensemble. Donc, je vous invite à faire ça. Il y en a des gens ici à la faculté, ici à l'IVIS, qui font ça super bien. Et donc, on aimerait tous être comme eux. Moi aussi, j'ai été coupable de ça éventuellement. Il faut continuer à avancer. Je vous remercie énormément. Merci d'être là. C'est très bien d'avoir des services.